commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dans presque tous les systèmes scolaires du monde, on enseigne les jeunes sur le grand mystère. Quelle est l'origine du monde? Et presque partout, on raconte la même chose. Le professeur enseigne que petit à petit, pendant des millions et des millions d'années, tout surgit, par hasard. Que l'évolution en est responsable, qu'un laps de temps énorme et que le hasard ont tout réalisé. Cependant, certains professeurs enseignent également une autre version de l'histoire. Ils continuent à considérer que la création de l'univers par un être intelligent extérieur, qu'ils appellent Dieu, reste une possibilité scientifique. Lors de ces émissions, vous allez rencontrer un brillant savant britannique, le professeur Arthur Wilder Smith, qui est un des rares scientifiques du monde à avoir obtenu 3 doctorats. Il a publié plus de 60 livres et articles scientifiques concernant aussi bien le débat la création contre l'évolution que la biochimie, qui est son propre domaine scientifique. Cela fait plusieurs années que le professeur Wilder Smith vit en Suisse et il est un des plus éminents experts européens en ce qui concerne la controverse création-évolution. Regardons le monde autour de nous d'un œil nouveau. Allons en Suisse avec le professeur Wilder Smith et avec d'autres scientifiques hautement qualifiés et examinons les preuves, les réalités de la nature. On utilise 2 modèles principaux pour expliquer l'origine de l'univers, du système solaire, des éléments et de la biologie, tout jusqu'à l'homme. Le premier modèle que l'on utilise, qui s'appelle le modèle créationniste, nous enseigne que c'est Dieu qui a conçu et créé les éléments, l'homme et toute la biologie, et qu'il l'a fait en peu de temps. Ce qui veut dire que la Terre est relativement jeune. Voilà le modèle de la création. Le deuxième modèle s'appelle le modèle évolutionniste et il suppose que les éléments, l'univers, la biologie et l'homme se sont développés lentement, par hasard et de façon spontanée au cours de millions et de millions d'années et que c'est ce principe évolutif qui est à la base de tous les éléments et de toute la biologie. Voilà le modèle de l'évolution. Dans cette série de films, nous allons examiner ces 2 modèles pour voir lequel correspond le mieux aux faits. Mais avant d'approfondir davantage les informations scientifiques ayant rapport à notre sujet, nous devrions peut-être regarder ce que pensaient nos ancêtres du commencement de l'univers. Très tôt dans l'histoire humaine, l'homme a dû être très impressionné par le soleil, la lune et les étoiles. Comme le professeur Wilder Smith le dit, l'homme est fondamentalement religieux. Et s'il a une occasion de voir quelque chose sur quoi il peut fixer sa foi religieuse, il le fera. Aux temps anciens, l'homme regardait les étoiles et la lune. Et peut-être, parce qu'il ne les comprenait pas, il en a tiré la conclusion qu'ils étaient en quelque sorte des dieux. Tandis qu'en Mésopotamie, la lune et les étoiles devinrent des objets d'adoration, en Égypte ce fut le soleil qui domina et que l'on adorait en tant que dieu.
Pour les Égyptiens, il était le roi des dieux et le seigneur du monde. Ils croyaient que chaque jour, Ra, le soleil, vainquait le chaos de la nuit, se levait en triomphe de l'océan primitif et dirigeait sa barque de soleil à travers le ciel jusqu'à ce qu'il disparaisse pour illuminer les enfers pendant la nuit. Un vieux cantique bien connu, en l'honneur du dieu égyptien du soleil, Aton, se trouve au musée égyptien du Caire. Il parle du soleil comme étant la source de toute vie. Toi, soleil vivant, à l'origine de la vie, tu es radieux, magnifique, étincelant et élevé au-dessus de toutes les terres. Toi qui suscites le fruit dans la femme, qui crée la semence en l'homme, qui donne la vie à l'enfant dans le ventre de sa mère. On trouve une histoire tout à fait différente dans la Bible, le livre d'un autre peuple ancien du Moyen-Orient, le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il n'y a qu'un Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et donc aussi le créateur du soleil. Dieu est la source de la lumière et de la vie, et le soleil, la lune et les étoiles ne sont que des porteurs de la lumière, et des indicateurs du temps et des saisons. La description que nous trouvons dans la Bible diffère complètement de toutes les autres histoires concernant l'origine du monde. Et comme beaucoup de scientifiques de nos jours le croient, elle est complètement digne de confiance d'un point de vue historique. C'est un récit sobre de la façon dont cette belle terre est apparue. L'Ancien Testament compare le nombre d'étoiles au nombre de grains de sable au bord de la mer. Ce qui est étonnant, c'est que ces mots furent écrits à une époque où les astronomes anciens croyaient connaître plus ou moins exactement le nombre d'étoiles dans le ciel, c'est-à-dire seulement quelques milliers. C'était tout ce qu'ils pouvaient voir à l'œil nu. Comment ceux qui écrivirent la Bible pouvaient-ils savoir que les étoiles étaient littéralement innombrables? Et ceci quelques milliers d'années avant que Galilée ne tournât son premier télescope astronomique vers le ciel en 1609. Galilée fut stupéfait par ce qu'il vit. Aucun homme ne pouvait prétendre donner ne serait-ce qu'une approximation du nombre exact d'étoiles dans l'univers. Et pourtant, quelques milliers d'années auparavant, la Bible a dit que l'univers était littéralement trop vaste pour être compris par l'homme. Pour nous, qui vivons au XXe siècle, le soleil est une source d'énergie importante. Une source d'énergie dont nous avons absolument besoin. Pourtant, dans notre théorie de l'évolution, tout comme les anciens Égyptiens, nous faisons du soleil l'auteur de la vie. Et comme les Babyloniens de l'ancien temps, il y en a beaucoup qui croient que la position des étoiles peut déterminer leur avenir. L'astrologie et les horoscopes jouent un rôle croissant dans la vie de beaucoup de gens, et ce rôle devient d'autant plus important que les horoscopes ont de plus en plus d'influence sur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Sommes-nous donc plus avancés et plus sophistiqués que les anciennes civilisations? Dans notre XXe siècle, la science et la technologie dominent dans notre vie. Nous avons exploré l'étendue immense de l'espace qui nous entoure. Nous avons atterri sur la Lune et nous avons placé des postes d'observation sur la planète Mars. Même si nos recherches dans l'espace n'en sont qu'à leur début, nos connaissances ont augmenté à grande vitesse depuis quelques années. Mais au fur et à mesure que nous découvrons et élargissons nos connaissances, la réponse devient plus urgente aux questions comme « Comment tout est-il apparu? D'où venons-nous? Sommes-nous le produit d'un créateur intelligent? Ou bien est-ce l'évolution? Le hasard pur? Qui est notre véritable père ?» L'objection courante au modèle de la création, c'est que c'est un modèle soi-disant non scientifique. On dit que si vous avancez un Dieu pour expliquer l'origine de l'énergie, de la matière et de la vie, alors vous avancez quelque chose qui ne peut pas être testé en laboratoire. Eh bien, il est vrai que nous ne pouvons pas examiner Dieu dans un laboratoire. Mais, même si nous ne pouvons pas le faire, nous pouvons y examiner le modèle de la création. Et ce modèle s'est avéré juste. Parce que si l'homme prend la place d'un créateur, il peut, ou tout au moins il pourra probablement, dans les prochaines années à venir, créer certaines formes simples de vie. Or, le deuxième modèle, le modèle de l'évolution, prétend qu'il n'est pas nécessaire de supposer qu'il y a quelque chose en dehors de la matière et de l'énergie pour créer la vie.
Cette proposition n'est pas scientifique. Nous savons parfaitement bien, malgré tous les efforts de ces dernières années pour prouver le contraire, que si on abandonne la matière à elle-même, elle ne s'organise pas. Ce dont nous avons besoin à chaque fois pour obtenir la vie, c'est qu'un être intelligent, qu'il soit homme ou Dieu, insuffle des informations dans la matière. Alors le deuxième modèle ne s'accorde pas aussi bien avec les faits scientifiques tels que nous les connaissons que le premier modèle, le modèle de la création. Comment se fait-il que le professeur Wilder Smith soit si sûr que l'évolution n'a pas pu se produire? La réponse est simple. Prenons l'exemple des gratte-ciel à New York. Pour fabriquer ces constructions immenses, il faut un plan. Des architectes et des ingénieurs ont effectué des calculs compliqués pour pouvoir les construire de manière à ce que des personnes puissent y habiter et y travailler en parfaite sécurité. Bien sûr, personne ne croit que ces gratte-ciel dureront éternellement. Tout dans la nature obéit à ces lois immuables. Le second principe de la thermodynamique dit qu'à la fin, tout se désintègre et s'effrite. Rien n'est éternel, tout change et le chaos augmente. Cela ne s'applique pas seulement aux choses que nous fabriquons, mais également à la nature elle-même. Les processus chimiques qui soutiennent la vie de notre corps deviennent moins efficaces en vieillissant. Nous connaissons tous ce principe universel. Une montre s'arrête, une voiture est détruite par la rouille. Laissés à eux-mêmes, tous les composés chimiques ont tendance à se désagréger en éléments plus simples, plutôt que de devenir plus complexes. Pour le célèbre évolutionniste Isaac Asimov, cette question d'un chaos qui augmente a servi d'inspiration pour une histoire de science-fiction. De New York, où il a écrit la plupart de ses 200 livres scientifiques et de science-fiction, Asimov nous dit pourquoi tout dans la nature retourne à la fin au chaos. Le second principe de la thermodynamique énonce que la quantité de travail fournie par l'énergie de l'univers diminue constamment. Si une grande quantité d'énergie puissante est concentrée à un endroit, de manière à avoir une température élevée ici et une température basse là, alors cette situation peut fournir du travail. Plus la différence de température est petite, et moins on obtient de travail. Or, selon le second principe de la thermodynamique, les régions chaudes ont toujours tendance à se refroidir et les régions froides ont toujours tendance à se réchauffer. Et ceci fait que l'on obtient de moins en moins de travail dans cette situation. À retrouver son niveau et non pas à se disperser. Les choses s'acheminent vers le désordre. Il y a un mot, l'entropie, qui trouve sa meilleure définition dans certaines expressions mathématiques, ce qu'utilisent d'ailleurs les physiciens théoriques. Mais si nous laissons de côté les maths, nous pouvons dire que l'entropie est une mesure du degré de désordre dans l'univers. Plus il y a de désordre, et plus l'entropie est grande. Elle est une mesure de l'égalisation de tout dans l'univers. Plus les choses dans l'univers s'équilibrent, plus l'entropie est grande. À la fin, si l'univers dure suffisamment longtemps, il semblerait que l'entropie arrive à son point maximal, tout s'égalise. Tout arrive à un degré de désordre absolu, et il ne peut plus y avoir de changement au-delà de ce point. Plus de travail, plus rien. C'est une espèce de mort. Les scientifiques ne connaissent pas d'exception à ce principe. Et quoique le docteur Asimov ne le reconnaisse pas personnellement, beaucoup de scientifiques croient que ce principe représente un véritable obstacle grave à la théorie de l'évolution, car la théorie de l'évolution suppose que les atomes s'organisent en des groupes de plus en plus complexes et ordonnés. L'évolution énonce que depuis des millions d'années, tout se développe vers le haut, en devenant plus ordonné et plus complexe. Cependant, ce principe scientifique de base, le second principe de la thermodynamique, dit exactement le contraire. En fait, des ensembles complexes et ordonnés ont tendance à devenir plus simples et plus désordonnés avec le passage du temps. Il y a une tendance descendante qui est irréversible partout dans l'univers. Un certain nombre de scientifiques ont fait remarquer que rien que ce principe-ci, s'il est bien compris, est suffisant pour réfuter la théorie de l'évolution. En fait, c'est une des raisons les plus importantes,
pour laquelle un certain nombre d'évolutionnistes ont laissé tomber leur théorie en faveur de l'idée d'une création à l'origine. Il y a au moins 23 théories d'évolution différentes concernant l'origine de ne serait-ce que notre système solaire. Pourquoi y en a-t-il tant? Parce qu'il n'y en a aucune qui corresponde aux faits. Aucune, sauf l'idée que le système a l'air d'avoir été conçu. L'univers n'a pas l'air de quelque chose qui a été formé simplement par une explosion et par des accidents arrivés par hasard. L'univers fonctionne selon des principes exacts et son fonctionnement est ordonné. Plus nous poussons nos recherches, plus nous trouvons des systèmes et des dispositifs ordonnés. Tout ceci serait-il arrivé par accident? Si nous regardons vers le passé de l'univers, nous trouvons que l'entropie diminue. Cela veut dire que l'inégalité de l'énergie augmente. Autrefois, il y avait plus d'énergie amoncelée à un endroit et moins d'énergie à un autre. À la fin, si nous reculons suffisamment loin dans le temps, nous trouvons l'entropie à son point minimal. Et alors, tout était aussi ordonné que possible. Selon nos impressions actuelles, ce temps-là était l'époque où toute la matière dans l'univers se trouvait dans une seule grande boule et tout y était ordonné et en rang, comme autant de militaires au garde à vous. Et ensuite, cette masse a explosé lors du Big Bang il y a 15 milliards d'années. Et dès qu'il y a eu l'explosion, le désordre a commencé, et le désordre augmente depuis. C'est comme si on avait commandé à tous les militaires du défilé de quitter les rangs, et depuis ce moment-là, ils se dispersent allant où ils veulent, jusqu'au moment où ils seront dispersés de manière égale sur toute la Terre, et à ce moment-là, l'entropie aura trouvé son point maximal. Un Big Bang peut-il vraiment fournir l'explication d'un univers très complexe et très ordonné tel que nous le connaissons? Le professeur Harold Slusher, astronome. Le Big Bang est une des cosmogonies de cette époque, qui tente d'expliquer l'origine de l'univers et de ce qu'il contient. La théorie du Big Bang soutient qu'à un moment donné, toute la matière et l'énergie de l'univers étaient concentrées dans ce que l'on appelle l'atome primordial, ou l'atome primitif. Les différents astronomes ne sont pas d'accord en ce qui concerne les dimensions de cet atome. Certains disent qu'il était de taille infinie, et d'autres affirment qu'il avait le diamètre du système solaire. Aujourd'hui, l'opinion actuelle dit que l'atome primordial avait la taille d'un électron, ou était même plus petit. Ces personnes soutiennent que toute la matière et l'énergie étaient concentrées dans un objet qui était plus petit que, disons, la pointe d'une épingle, et que cet objet se tenait dans l'espace pendant un laps de temps inconnu. Et, tout d'un coup, il s'est développé une instabilité à l'intérieur, et il a explosé. Et, d'une manière ou d'une autre, cela a formé des galaxies, des groupes de galaxies, des étoiles et au moins un système planétaire. Si nous regardons l'univers aujourd'hui, nous constatons que lors des explosions, il ne résulte jamais de l'ordre. Les explosions ne produisent que du désordre. Donc, il est normal de poser des questions. Quelles sont les preuves pour une telle théorie ? Après tout, c'est une théorie qui a si peu de ressemblance avec ce que nous voyons. C'est quelque chose qui ne semble suivre aucun des modèles que nous ayons aujourd'hui. Eh bien, une preuve que l'on avance, que l'on appelle l'expansion de l'univers. Lorsque nous regardons la lumière qui provient des galaxies, cette lumière semble avoir un décalage vers le rouge. Pour expliquer ce qu'est un décalage vers le rouge, quand un objet s'éloigne de nous, les longueurs d'onde de la lumière s'allongent et ainsi se décalent vers le côté du spectre où les rayons sont plus longs, c'est-à-dire vers la lumière rouge. On croit que c'est le mouvement d'un objet qui s'éloigne d'un observateur qui crée cet effet. À propos, si un objet, une étoile ou une galaxie avançait vers un observateur, la lumière aurait un décalage vers le côté bleu du spectre. Quand on regarde les galaxies, en ce qui concerne la plupart des galaxies, la lumière semble être décalée vers le rouge. Mais il faut se rappeler que certaines galaxies ont un décalage vers le bleu. Ceci n'a jamais été expliqué.
si on prend comme base un univers qui est en expansion. Mais il est vrai que la plupart des galaxies ont un décalage vers le rouge. On croit que ceci donne la preuve pour un univers en expansion. En ce qui concerne ce décalage vers le rouge, il y a diverses autres explications scientifiques possibles qui sont reconnues et qui ne nécessitent pas une explosion ou une expansion de l'univers. Par exemple, comme l'a prédit Einstein, la gravité, qui est la force d'attraction entre toute la matière dans l'univers, peut provoquer un rougissement de la lumière. En plus, il y a plusieurs raisons pour mettre sérieusement en doute la théorie que l'univers aurait pu être formé par un Big Bang. Ici, sur la Terre, et lors de toutes nos expériences, nous n'observons jamais une explosion qui produit des dispositifs ordonnés. Je suis sûr que vous croiriez une histoire absolument invraisemblable, voire fantastique, si je vous racontais que j'avais vu une de ces montagnes exploser et que suite à cette explosion, les pierres, les poussières et les gaz se sont déposés de manière à former une ville en pierre ayant beaucoup plus d'ordre, de complexité et d'information qu'avait la montagne elle-même. Il me semble qu'il serait impossible d'obtenir d'un Big Bang l'univers réel que nous voyons autour de nous. Non pas quelque objet imaginaire, mais l'univers que nous regardons, un univers complexe, rempli d'informations. Il me semble qu'il est seulement possible d'obtenir un univers complexe qui est rempli d'informations si d'abord une source extérieure crée la matière et l'énergie qui ne surgiront pas spontanément de rien, et ensuite si elle introduit de l'ordre, de la complexité et des informations dans le système. Ainsi, pour créer tout genre de développement ou d'organisation complexe à l'intérieur d'un système clos, il faut de l'énergie et des informations venues de l'extérieur. Les évolutionnistes soutiennent que notre Terre n'est pas du tout un système fermé, mais qu'elle est ouverte par rapport à l'énergie du Soleil et que ce fut l'énergie des rayons du Soleil, par exemple, qui créa la vie sur notre belle planète. Mais l'énergie est-elle suffisante pour ceci, même lorsqu'il y a un système ouvert ? Il y a un certain nombre de problèmes avec la théorie de l'évolution, en particulier du point de vue de la thermodynamique. Il y a 3 principes en thermodynamique. Le second principe énonce que, dans un système clos, la quantité disponible de travail utile diminue. Pour dire ceci d'une autre manière, l'organisation et l'ordre de la matière dans un système clos tendent vers le chaos. Or, il existe des exceptions, ce qui prête à confusion. Si l'on prend, disons, quelque chose de mort, comme une branche qui autrefois poussait et utilisait l'énergie du soleil pour augmenter son ordre, mais qui est morte aujourd'hui, et si j'expose cette branche à la lumière du soleil dans un système ouvert, cette branche se réchauffera. En fait, elle est assez chaude maintenant parce que le soleil chauffe assez bien. Cela veut dire que son organisation est en train de diminuer, que son entropie est en train d'augmenter. Or, ceci se passant dans un système ouvert, pourquoi son organisation ne s'accroît-elle pas? Elle devrait le faire, selon les propositions de l'évolution. Si par contre je prends non pas une branche morte, mais quelque chose de vivant, comme cette jolie petite orchidée que voici, cette orchidée est en train d'absorber l'énergie du soleil de la même manière que la branche. Mais l'énergie du soleil qui tombe dessus est utilisée par des réactions couplées pour augmenter l'ordre et pour croître. La chlorophylle en est responsable. Mais si je tue cette orchidée, si je l'accueille et la laisse mourir, alors l'énergie du soleil lui tomberait dessus et ensuite elle se réchaufferait et elle serait davantage désorganisée. Quelle est la différence entre la branche qui est morte et l'orchidée qui est vivante? La différence réside dans le fait que l'orchidée a une téléonomie active, selon les termes des scientifiques. C'est une machine qui capte l'énergie pour augmenter l'ordre. Cette machine-ci est morte et elle ne capte pas l'énergie pour diminuer le désordre et augmenter l'ordre. Voilà la différence. D'où vient la téléonomie? La téléonomie,
le principe de faire de l'ordre, n'habite pas dans la matière elle-même, mais elle habite dans la vie. Et là où vous avez la vie, vous avez la téléonomie. L'énergie du soleil peut être captée et utilisée pour faire croître la chose, c'est-à-dire pour augmenter son ordre. Moi-même, en tant que scientifique, je dois donc proposer une source d'information pour fournir la téléonomie ou le savoir-faire. Je ne la trouve pas dans cet univers, et je suppose donc qu'elle se trouve en dehors de cet univers. Et moi, je crois qu'il y a un Dieu vivant qui l'a fait. Je crois que ce Dieu, qui a fourni les informations, s'est révélé sous la forme d'un homme pour que l'homme puisse le comprendre. Nous sommes faits pour comprendre. Nous sommes Homo sapiens. Et si Dieu nous a fait pour que nous puissions comprendre, alors j'ai envie de comprendre. Et je veux comprendre Dieu. Et je peux seulement le faire s'il descend vers moi pour communiquer sur ma longueur d'onde, qui est la longueur d'onde de l'homme. Je crois que Dieu s'est révélé en Christ et que nous pouvons le servir et le connaître dans notre cœur. Il est la source du Logos et de toutes les informations nécessaires pour créer l'univers et la vie elle-même. Si l'on regarde cette bougie, il est difficile de dire depuis quand elle brûle. En fait, on ne sait à quel moment elle a été allumée. On ne sait pas non plus quelle était sa taille au départ. Si elle se consumait régulièrement, si on l'a éteinte et rallumée. C'est donc pour cette raison que l'on ne peut pas dire en l'observant maintenant depuis combien de temps elle brûle. Nous pouvons comparer la Terre et le système solaire à une bougie. Nous ne connaissons pas l'âge de la Terre, ni quand elle a commencé à se consumer. Nous ne savons pas si le taux de consommation, c'est-à-dire le taux de vieillissement, a été constant. Et comme nous ne savons pas ces choses, personne n'en a été témoin pour nous le raconter, il est très difficile de trouver une méthode qui donnera véritablement et correctement l'âge de la Terre. C'est pour cela que nous voulons regarder avec vous
les différentes méthodes qui ont été utilisées pour dater la Terre et le système solaire, ainsi que les objections que l'on peut y faire. Nous voulons aussi voir si ces objections peuvent être réfutées. Voici un paysage typiquement hollandais. Une petite ville pittoresque sur le bord du Rhin, et comme partout au monde, mais plus particulièrement en Hollande, pays à très forte densité de population, il faut construire de nouveaux logements. C'est alors que nous avons découvert quelque chose en creusant les fondations. Nous découvrons de vieux objets. Ceux-ci sont ramassés avec soin et la première question qui se pose est la suivante. Quel âge ont ces objets? Avons-nous découvert un ancien camp romain ou encore un village médiéval? Quel âge ont ces morceaux de bois? C'est le laboratoire spécialisé pour la datation à l'université de Groningen qui s'occupera de cela. Ils utiliseront d'ailleurs la méthode de datation au carbone 14, aussi appelée méthode au radiocarbone. Prix Nobel et inventeur de ce procédé, le professeur Willard Libby, qui est évolutionniste, nous explique cette méthode. The way it happened is that the cosmic rays put radiocarbon. Les rayons cosmiques introduisent du radiocarbone dans la nourriture que nous mangeons. C'est ainsi que nous devenons radioactifs par le radiocarbone. Tant que nous vivons et mangeons, nous maintenons constant le taux de radioactivité en nous. Mais lorsque nous mourons, nous ne mangeons plus et nos corps commencent à perdre le radiocarbone à raison de la moitié tous les 5730 ans. Donc, en mesurant la quantité de radiocarbone de votre corps mort, on peut dire depuis quand il est mort. C'est cela, la méthode de datation au radiocarbone. Cela est vrai non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour tout ce qui est vivant. Regardez par exemple ces belles gazelles. Aussi longtemps qu'elles vivent, le carbone 14 et le carbone 12 entrent et sortent de leur corps. Le taux de carbone 14 et le carbone 12 à l'intérieur et à l'extérieur de leur corps est le même. Mais lorsque l'animal meurt, il s'arrête de manger. Et alors il se produit quelque chose. Pendant très longtemps et graduellement, le carbone 14 se décompose, se transforme en azote-nitrogène et quitte le corps. Après 5730 années, il ne reste que la moitié du carbone 14 d'origine. C'est pour cela que nous disons qu'une demi-vie de carbone 14 est égale à 5730 années. Voici comment cela se passe au niveau technique. Après avoir nettoyé soigneusement l'échantillon, on le met dans un four à quartz à haute intensité, qui peut atteindre de très hautes températures. Là, le bois est complètement brûlé afin d'en isoler les gaz. Parmi ces gaz, bien sûr, il y a le carbone 14. Après la combustion, donc, les gaz sont filtrés par un système compliqué de tubes et de liquides afin de séparer le dioxyde de carbone des autres gaz. Ce gaz, ainsi purifié, est ensuite mis à part et examiné par un compteur Geiger. C'est là que les particules radioactives carbone 14 sont comptées. Ensuite, un ordinateur calcule l'âge de l'échantillon. Au fait, notre échantillon en question s'est révélé provenir d'un ancien camp romain de 200 ans avant Jésus-Christ. Partout dans le monde, les archéologues ont utilisé le carbone 14 afin de déterminer l'âge approximatif de leur découverte. Le carbone 14 est une méthode très pratique pour les travaux archéologiques, surtout si les restes ne sont pas très anciens. L'expérience a montré que la méthode du carbone 14 est loin d'être parfaite. Il y a des variables très importantes qui ne sont pas encore compréhensibles. Malheureusement, cette méthode donne quelquefois des résultats inexacts. Des savants ont fait l'expérience sur un coquillage vivant
et les résultats ont indiqué que ce coquillage était mort depuis 3000 ans. La même méthode appliquée sur des carcasses de phoques desséchées depuis 30 ans ont indiqué un âge de 4600 ans. Même des carcasses de phoques qui venaient de mourir ont indiqué un âge de 1300 ans. Contrairement à une supposition communément acceptée sur la méthode de datation au carbone 14, les plantes n'absorbent pas toutes le carbone 14 de la même manière. Une étude récente a montré que certaines plantes possédaient un mécanisme interne jusqu'alors inconnu, qui rejette les atomes radioactifs de carbone, mais qui absorbe les atomes normaux de carbone. Ainsi, à leur mort, ces plantes et les animaux qui les mangent ont un taux anormalement bas de carbone 14. Lorsque ces restes sont datés, ils donnent donc la fausse impression d'être très anciens. Malheureusement, l'expérience prouve que cette méthode n'est pas totalement fiable, mais qu'elle ne semble fonctionner que pour les restes d'êtres vivants qui sont morts au cours des quelques derniers milliers d'années, comme cette ancienne statue de bois faite avec une branche d'arbre. Quelle méthode les évolutionnistes utilisent-ils pour essayer de dater les minéraux et pierres qu'ils supposent avoir des millions ou même des milliards d'années? Qu'en est-il de ces magnifiques montagnes suisses et de leur formation? Mis à part la méthode de datation au carbone 14, il existe bien sûr d'autres méthodes de datation par la radioactivité. On peut utiliser la méthode du carbone 14 qui se décompose en du nitrogène 14. On peut utiliser la méthode du potassium-argon où le potassium se décompose en argon. Et on peut aussi utiliser la méthode à l'uranium-plomb. Ce sont là les trois méthodes principales de datation radioactive. Afin de dater les objets avec la méthode du carbone 14, il vous faut avoir des objets qui ont été vivants dans le passé, comme du bois et des os. Les trois autres méthodes dont le professeur a parlé utilisent des matériaux inorganiques et inertes, comme des rochers et des pierres volcaniques. Le principe de datation reste le même, il se produit une sorte de décomposition. En mesurant la proportion de matériaux radioactifs restants et la quantité de matériaux décomposés, on peut essayer de dater un échantillon. Prenez par exemple ce morceau de rocher. Dans certaines pierres, on trouve de l'uranium. Comme vous le savez, l'uranium est radioactif, comme le carbone 14. Mais il se décompose beaucoup plus lentement. L'uranium de cette pierre se décompose en plomb et en autres éléments. Cela demanderait environ 4,5 milliards d'années pour que la quantité d'origine d'uranium se réduise de moitié. Pendant que ces procédés chimiques compliqués se produisent, de l'hélium se forme. L'hélium est aussi un élément intéressant, mais nous y reviendrons plus tard. Regardons maintenant un procédé qui n'est pas scientifique, l'expérience du réservoir d'eau. Bien que ce procédé ne soit pas particulièrement scientifique, il est quand même très intéressant car il met en évidence les trois procédés de base de toutes les méthodes de datation radioactive. L'eau s'écoule d'un réservoir à l'autre à une certaine vitesse. On penserait qu'en mesurant le niveau d'eau dans chacun des réservoirs et en comparant, on pourrait déterminer exactement depuis quand l'eau coule, tout particulièrement si on connaît la vitesse d'écoulement de l'eau. Cela semble logique et à première vue, personne ne pourrait faire d'objection sur le résultat de votre expérience. Pourtant, lorsque vous faites cela, vous faites en même temps trois suppositions. Peut-être avez-vous pensé qu'au début de l'expérience, le second réservoir était vide. Mais il ne l'était pas, comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne la vitesse, vous aviez peut-être pensé que pendant toute la durée de l'expérience, la vitesse était constante. Mais ce n'était pas le cas, comme vous allez le voir. En fait, vous avez agi ainsi parce que vous n'avez pas tenu compte de facteurs extérieurs. Mais que s'est-il passé en fait ? Pendant que vous n'étiez pas là, une espèce de touche-à-tout s'est introduit dans le laboratoire et a fait deux choses très importantes. Il a changé la vitesse d'écoulement et ajouté un seau d'eau entier. Et oui, comme vous n'étiez pas au courant de ces changements, tous vos précieux calculs sont faux.
La vitesse présente d'écoulement est plus lente que vous ne le pensiez. Le second réservoir était déjà à moitié plein et ce touche-à-tout a non seulement changé la vitesse d'écoulement, mais a aussi ajouté un seau d'eau. Ces méthodes basées sur la radioactivité présentent trois faiblesses principales. Tout d'abord, on ne sait jamais quelle quantité de substances radioactives existait au départ. Et, comme vous l'avez vu avec l'expérience des réservoirs d'eau, à moins de connaître la quantité au départ, vous ne pouvez pas en théorie calculer depuis quand le processus a commencé, et donc, pour un échantillon quelconque, calculer son âge. C'est la première difficulté rencontrée dans toutes ces méthodes. La deuxième difficulté est, comme vous l'avez aussi vu, lors des expériences des réservoirs d'eau, que les taux de décomposition, les taux de dégradation radioactive doivent demeurer constants. S'ils changent, alors bien sûr, vous ne pouvez pas du tout dater votre échantillon. Nous avons des preuves claires que le taux de dégradation radioactive peut varier. Maintenant, il n'y a aucune garantie que le taux de dégradation radioactive ait toujours été constant. De nombreux isotopes radioactifs ont montré des variations dans leur taux de dégradation. Le docteur Robert Gentry de la Commission pour l'énergie atomique des laboratoires d'Oak Ridge a prouvé récemment que le taux de dégradation radioactive avait aussi varié dans le passé. La dégradation radioactive qui a lieu dans les minéraux cristallisés fait apparaître de minuscules cercles concentriques de décoloration appelés halos de radiation. Des variations dans les diamètres de ces cercles indiquent clairement que les taux de dégradation ont changé dans le passé. Si nous n'avons pas un taux de dégradation absolument constant, nous ne pouvons pas faire confiance à la datation par la radioactivité. Alors, la troisième difficulté de la méthode est la suivante. La concentration des différentes parties du système radioactif doit demeurer constante pendant toute l'expérience. Si vous ajoutez du carbone 14 pendant l'expérience, l'échantillon apparaîtra beaucoup plus jeune que si vous en enlevez. Tous ces éléments tendent à prouver que ces méthodes de datation radioactive ne sont pas fiables. Mais il existe d'autres méthodes de datation qui ne dépendent pas de la décomposition radioactive. Nous avons déjà vu que pendant le processus de décomposition qui transforme l'uranium en plomb, de l'hélium s'échappe dans l'atmosphère. Le docteur Melvin Cook de Salt Lake City, nominé pour le prix Nobel, étudie ce gaz, l'hélium. L'hélium est quelque chose de très intéressant. Il est présent dans l'atmosphère à la quantité de 1 million de milliards de grammes. Cependant, cette quantité est faible si on la compare à la quantité qui serait dans l'atmosphère si tout l'hélium qui est généré dans la Terre et qui sort de l'écorce terrestre devait s'accumuler dans l'atmosphère et si la Terre était aussi âgée que les évolutionnistes le disent. Les évolutionnistes prétendent que la Terre a 4,5 milliards d'années. Or, il n'est pas possible à l'hélium de s'échapper de l'atmosphère de la Terre. Il est aussi prouvé que le Soleil fait entrer encore plus d'hélium dans notre atmosphère. Ainsi, si la Terre avait réellement 4,5 milliards d'années, notre atmosphère serait saturée d'hélium. Ce qui n'est pas le cas. La quantité d'hélium que nous mesurons ne représente qu'une fraction de ce que les évolutionnistes pensaient qu'il y aurait. La question que nous posons est la suivante. Où est l'hélium? Si la Terre avait des milliards d'années d'existence, alors, comme je l'ai dit, l'hélium aurait saturé l'atmosphère 1 million de fois plus que ce que nous avons aujourd'hui. En fait, nous avons étudié cette question. On avait l'habitude de dire, voyons, la Terre est vieille et l'hélium sort de l'atmosphère. Il sort simplement. On a appelé ça une exosphère. On a dit que l'hélium, en fait, sort tout simplement de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'un physicien chimiste étudie ceci, on peut dire qu'il a autorité en la matière. Il peut dire si cela est vrai ou non. J'ai examiné aussi ce phénomène vers 1955.
Là, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune chance pour que l'hélium puisse quitter l'atmosphère. Aussi ai-je posé la question, où est donc cet hélium radiogénique? La réponse semble être que la Terre n'est pas si vieille que ça. Selon les calculs du Dr Cook, l'âge de la Terre se situe en fait entre 10 et 15 000 ans. Il semble que l'univers s'étende sans fin autour de nous. Avec nos télescopes, nous pouvons voir des galaxies de toutes formes. Mais plus nous découvrons, plus nous voyons de choses et moins nous comprenons. Par exemple, quel âge a l'univers? Personne ne peut vraiment le dire, mais le professeur Harold Slusher, astronome à El Paso, Texas, dit qu'il y a un certain nombre de raisons de supposer que l'univers est relativement jeune. Mais restons-en à l'âge de la planète Terre et voyons ce que l'astronomie a à nous dire à ce sujet. Professeur Slusher. Il est beaucoup plus aisé de déterminer l'âge de notre système solaire et de la Terre parce que nous possédons beaucoup d'informations disponibles. Ainsi, pour l'astronome, il existe un certain nombre de faits, me semble-t-il, qui sembleraient indiquer que le système solaire et la Terre aient tout au plus 10 000 ans d'âge. C'est pour moi un âge maximum pour un certain nombre de raisons. La première est l'éclatement très rapide des comètes dans le système solaire. Les comètes qui tournent autour du Soleil sont littéralement déchirées par des effets de marée dus à l'attraction gravitationnelle des planètes jupitériennes et du Soleil. Ensuite, il y a le vent solaire qui souffle à la vitesse énorme de 400 à 960 km par seconde. Cela balaie littéralement une comète. Et ensuite, il y a des choses toutes particulières qui arrivent aux comètes, comme l'explosion des noyaux. Cela disloque très rapidement les comètes. Il semble que l'âge maximum d'une comète de courte période soit d'environ 10 000 ans au plus, et vraisemblablement moins. La plupart des astronomes croient que les comètes sont apparues en même temps que le système solaire. Ainsi donc, si l'on détermine l'âge d'une comète de courte période, alors automatiquement, on détermine l'âge du système solaire, qui ne peut dépasser 10 000 ans. Si vous observez la poussière qui recouvre la Lune, vous arriverez certainement à la conclusion que la Lune doit être assez jeune. Et comme la Lune est jeune, la Terre est jeune. Vous voyez la poussière de l'espace interplanétaire qui se dépose continuellement sur la surface de la Lune. Elle se dépose au rythme d'à peu près 14 300 000 tonnes, jusqu'à même 10 fois plus que cela par an. Ainsi, après 4,5 à 5 milliards d'années, vous devriez avoir une couche de poussière sur la Lune de 135 à 300 mètres d'épaisseur. Mais sur la Lune, vous avez une couche de poussière d'à peu près 3 mm à 7 cm d'épaisseur. Et quelques centimètres donneront un âge de 7 à 8 000 ans pour la Lune. Ainsi, en observant la surface de la Lune, l'absence de poussière est en fait un excellent indice de l'âge de la Lune. Elle paraît jeune, et au lieu d'une couche très épaisse qui nous ferait dire que la Lune est âgée, la Lune a une petite couche. Elle est très jeune. Si la Lune est assez jeune, alors bien sûr, la Terre elle-même doit être assez jeune. En fait, les évolutionnistes disent que la Terre et la Lune ont à peu près le même âge. La poussière vient de l'espace sous la forme de météores et de météorites. Mais lorsque nous en mesurons la quantité sur la Terre, nous en venons à la même conclusion. On ne pourrait pas accumuler plus de poussière météorique en 10 ou 15 000 ans. On a généralement donné l'impression au public qu'il n'y avait aucune preuve que la Terre et l'univers étaient jeunes. Cependant, il existe bien d'autres indications de cela. Depuis 1836, plus d'une centaine d'observateurs différents de l'Observatoire royal de Greenwich et de l'Observatoire naval des États-Unis ont pris des mesures et ont découvert que le diamètre du Soleil diminuait au rythme de 1,50 m par heure. Le diamètre du Soleil est si large que cette diminution passe inaperçue sur des centaines ou même des milliers d'années. Cependant, le Soleil continue effectivement de rétrécir.
Des enregistrements des éclipses solaires impliquent que ce rétrécissement relativement rapide se produit depuis au moins 400 ans. Autant que les chercheurs puissent dire, ce rythme a été constant depuis la formation du Soleil. Selon les estimations les plus répandues, il semblerait que le Soleil aurait eu au moins 2 fois la longueur de son rayon actuel. Cela il y a seulement 100 000 ans. Il y a 20 millions d'années, la surface du Soleil aurait été en contact avec la surface de la Terre. Certains experts en ont conclu que le Soleil aurait été si grand, il y a ne serait-ce qu'un million d'années ou moins que ça, qu'aucune vie n'aurait pu exister sur la planète. Je crois que lorsqu'on ajoute ces éléments les uns aux autres, on en vient certainement à la conclusion que le système solaire et la Terre sont assez jeunes, pas plus de 10 000 ans. Et je crois certainement que l'univers lui-même n'est pas plus vieux. Je pense que tous ces éléments ont en fait le même âge. Pendant des siècles, des navires ont cherché leur chemin sur des océans qui semblaient sans fin. Pendant les quelques dernières centaines d'années, ils ont utilisé un instrument bien connu pour se diriger, la boussole. L'aiguille de la boussole indique toujours le nord magnétique. Cela parce qu'il existe un champ magnétique tout autour de la Terre. Nous savons que ce champ magnétique se dégrade. Tous les 1400 ans, sa force est réduite de moitié. Aussi, lorsque nous remontons de 1400 ans dans l'histoire, le champ magnétique était 2 fois plus fort qu'aujourd'hui. Il y a 1400 ans avant cela encore, le champ magnétique était 4 fois plus fort qu'aujourd'hui, etc., etc. Le professeur Thomas Barnes, physicien de l'université de El Paso, conclut. Si nous remontions 10 000 ans en arrière, le champ magnétique de la Terre aurait été aussi fort que le champ magnétique d'une étoile magnétique. Bien sûr, une étoile magnétique est comme notre Soleil. Elle a à sa source une puissance nucléaire. En fait, notre Terre n'a jamais eu une source nucléaire comme le Soleil, et notre Terre n'a jamais eu de champ magnétique, certainement pas plus fort qu'une étoile. Ceci limiterait donc l'âge de la Terre à 10 000 ans. D'autres facteurs physiques indiqueraient d'autres possibilités d'âge, mais la science pourrait tout à fait déclarer les plus grandes preuves de physique à l'appui, le genre de physique avec laquelle nous construisons des instruments, des radars, des systèmes de communication. Ce même type de physique nous dirait que le champ magnétique de la Terre ne peut pas avoir plus que, dirons-nous, 6 à 15 000 ans. La Terre, un magnifique petit point dans l'univers, peut être créé il n'y a pas si longtemps que cela. Que nous enseignent donc les méthodes de datation? Nous avons examiné différentes méthodes de datation. Certaines de nos méthodes de datation ont indiqué un âge très avancé de la Terre, et d'autres méthodes ont indiqué un âge très jeune. Mais les deux types de méthodes de datation rencontrent la même difficulté, et aucune d'elles n'est concluante. La Bible enseigne assez clairement que l'âge de la Terre n'est pas si élevé, et que la création a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques années, une nouvelle méthode de datation a été mise au point, basée sur la radioactivité, et appelée la méthode du halo de Robert Gentry. Et cette méthode aussi, contrairement aux autres méthodes, indique que la Terre est assez jeune. Aussi avons-nous une preuve scientifique qui soutient le point de vue biblique, affirmant que la Terre est très jeune. En fait, si cela est confirmé, nous ne voulons pas être intolérants là-dessus, si cela est confirmé, les longues périodes de temps qui sont absolument nécessaires pour l'évolution n'existent tout simplement pas. Et si elles n'existent pas, alors bien sûr, tout le concept d'évolution est remis en cause. L'évolution
ne pouvant admettre un homme créé en une courte période, imagine donc des temps très anciens. Or, la Bible enseigne au contraire que la terre est jeune. Puisqu'elle est jeune, il nous faut absolument reconnaître qu'il y a eu création de la part d'un Dieu éternel qui a fait ce qu'il fallait pour tout créer comme nous le voyons aujourd'hui. To have produced a creation such as we see today.